Donc ce soir, nous abordons une question, j'ai pas demandé de candide pour ce soir, nous abordons une question qui a un rapport relativement évident avec l'actualité, en tout cas si on suit le sujet qui nous intéresse, puisque dans 6 jours, il y a le premier tour, je sais pas, il n'y a qu'un tour. Il n'y a qu'un tour, il y a les élections législatives en Espagne. Et pour la première fois, Podemos, mouvement issu en partie des indignés, sera en lice pour ces élections législatives et en tout cas apportera sans doute quelques petites évolutions dans le paysage politique espagnol et plus particulièrement de la gauche espagnole. Pour traiter ce sujet, nous avons invité ce soir sur les conseils éclairés de Rémi Lefebvre, notre camarade politologue, Héloïse Ney, qui est maître de conférence à l'université de Tours, qui a écrit un livre qui s'appelle, en plus de ta thèse et tout ça, qui s'appelle Podemos de l'indignation aux élections, qui est d'ailleurs le titre que nous avons choisi ce soir pour la séance, et qui est donc une spécialiste de la politique espagnole, et avec Podemos comme sujet d'étude en particulier. Et comme ils ont l'air particulièrement tendus ce soir à l'accueil de l'Assemblée nationale, je vais tout de suite lui laisser la parole, donc pour 3 quarts d'heure, 1 heure d'intervention, et puis le temps ensuite que les uns et les autres, et ceux qui nous ont rejoints, puissent poser des questions et échanger avec Héloïse avant la fin de la soirée. Donc Héloïse, je te laisse la parole à toi. Merci pour ton invitation, merci à vous pour vous intéresser à ce sujet. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu écrire un livre sur Podemos pour le lecteur français, en quoi ça peut être intéressant. Et puis je vais vous présenter quelques éléments de l'ouvrage, mais on peut avoir un temps après assez large de débat. Donc Podemos, en fait, l'idée c'était d'expliquer un peu ce phénomène politique qu'est Podemos, sachant que c'est d'abord un phénomène qui est très récent. C'est un parti qui n'a pas 2 ans, il a été lancé le 17 janvier 2014. Donc ça ne fait pas 2 ans. On va le voir en partie dans la continuité du mouvement des indignés. Et aujourd'hui, c'est l'un des principaux partis en lice pour les élections législatives qui vont avoir lieu dimanche. Donc un des symboles, c'est que le premier jusqu'à présent, les débats en Espagne pour les élections législatives, à l'issue desquelles le président du gouvernement est élu. Les débats jusqu'à présent, ils se faisaient en tête-à-tête, on va dire, entre le candidat du Parti socialiste et du Parti populaire, le parti de droite. Et nouveauté, c'est que désormais, la plupart des débats politiques, sauf celui qui va avoir lieu ce soir, intègrent 2 nouvelles figures que sont celles de Podemos et de Ciudadanos. J'aurai l'occasion aussi de reparler un petit peu de ce parti. C'est un parti qui est très récent et qui a connu une expansion très rapide. C'est-à-dire que le parti a été lancé en janvier 2014. Pour les élections européennes qui ont lieu quelques mois plus tard, en mai 2014, élections où Podemos crée vraiment la surprise parce qu'il remporte 8% des suffrages, 5 sièges de députés européens, 4e parti espagnol, alors qu'il a seulement quelques mois et une structure assez fragile. Ensuite, il va se présenter aux élections régionales qui ont eu cette année. Il y a eu plusieurs élections régionales, d'abord en Andalousie, après dans 8 régions. En Andalousie, c'était en mars, en mai dans 8 régions, et en Catalogne en septembre. Donc il y a 15 régions en tout qui ont été appelées aux urnes. Et dans 9 de ces 15 régions, Podemos arrive en 3e position. Il fait ses meilleurs scores dans les Asturies, en Aragon et à Madrid, où il récolte 20% à peu près. Et vous avez dû suivre, bien sûr, le cas des élections municipales qui ont lieu aussi en mai de cette année, où la Podemos n'est pas arrivée seule, mais dans le cadre de coalitions plus larges d'unité populaire, et avec les victoires très symboliques de Barcelone et de Madrid, mais aussi d'autres grandes villes, comme par exemple Cadix ou Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès? Est-ce qu'il y a un risque d'essoufflement de la dynamique? C'est un peu les questions qu'on va voir. Alors, je vous ai dit que c'est un livre que j'ai écrit pour un public français, parce que Podemos s'inscrit dans un contexte, on va le voir, spécifique, qui est le contexte
de l'Espagne, marquée par une profonde crise économique, sociale et politique. Mais en même temps, il s'inscrit aussi dans un panorama européen avec des caractéristiques qui, me semble, peuvent intéresser au-delà du contexte espagnol. Et donc, une de ces caractéristiques, c'est le fait qu'on a, avec Podemos, l'émergence d'un nouveau parti politique en Europe qui va s'opposer aux politiques d'austérité face à la crise économique et qui va se proposer une autre orientation des politiques européennes basée sur la lutte contre les inégalités socio-économiques, sur la défense des droits sociaux et des services publics. Donc c'est clairement un parti qui est proche, par exemple, de Syriza en Grèce. D'ailleurs, Pablo Iglesias a été au meeting d'Alexis Tsipras lors des deux élections qui ont eu lieu en Grèce cette année, mais aussi proche d'autres partis qui émergent ailleurs. C'est le cas par exemple du Bloco de Esquerda au Portugal. Vous savez, Bloco de Esquerda qui appuie un gouvernement socialiste à l'issue des élections législatives qui ont eu lieu en octobre cette année. Donc, premier élément qui nous intéresse, l'émergence d'un autre parti anti-austérité, un autre parti que Syriza en Grèce. Et un autre deuxième élément, c'est le fait qu'on est dans un contexte de montée de l'abstention. Alors même si en dernières élections, on a une petite remobilisation au deuxième tour, mais de manière générale, si on regarde les tendances depuis une trentaine d'années, on a vraiment une augmentation de l'abstention. Et dans ce contexte de montée de l'abstention partout en Europe, Podemos, c'est un parti qui va remobiliser des citoyens qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. C'est un élément qui est assez intéressant. Il y a eu une enquête qui a été menée juste après les élections européennes et un électeur sur 4 disait, enfin un enquêté sur 4 en tout cas, disait ne pas avoir voté ou ne plus se souvenir pour qui avoir voté lors des dernières élections législatives en 2011. Alors c'est notamment lié à l'âge, sachant que d'autres caractéristiques de Podemos, c'est le fait qui va avoir une capacité de représentation d'un électorat qui ne se retrouvait pas dans les offres partisanes existantes, et notamment des jeunes, qui sont ses principaux électeurs. Vous ne voyez pas très bien le graphique, mais en gros, vous avez, si vous voulez, le nombre d'intentions de vote en fonction de l'âge, et Podemos, c'est sa grande spécificité par rapport aux partis traditionnels, c'est que les jeunes votent très fortement pour Podemos, c'est que l'intention de vote décroît à mesure que l'âge augmente. C'est l'inverse pour le Parti populaire ou le Parti socialiste en Espagne. C'est notamment lié à un slogan qui a été très mobilisateur lors des élections européennes, qui était « C'était quand la dernière fois que vous avez voté avec espoir ?» Et on va le voir, ce message d'espoir que transmet Podemos avec un discours qui est très positif, ça va aussi donner envie à de nombreux électeurs, et notamment des jeunes, d'aller voter. Donc l'objectif du livre, c'était à la fois un objectif, on va dire, divulgation scientifique. Moi, je suis chercheur, je mène des recherches depuis plus de 4 ans en Espagne, d'abord sur le mouvement des indignés, et puis sur ses évolutions, notamment l'émergence de Podemos. Je me suis dit que c'était un travail qui pouvait intéresser des chercheurs, mais pas seulement, aussi les militants de gauche, par exemple, et qu'il était intéressant de savoir un petit peu plus ce qui se passait en Espagne. Et donc le livre a aussi comme objectif le fait de contribuer à la réflexion et au débat politique sur les alternatives politiques dans le contexte européen et dans le contexte français. Donc clairement, des questions que pose le livre, c'est aussi est-ce que la gauche française peut s'inspirer d'une expérience comme celle de Podemos, même si elle émerge dans un contexte très différent. Est-ce qu'il peut y avoir en Europe un autre gouvernement anti-austérité que celui de la Grèce et une réorientation des politiques européennes. Donc c'est des questions qui sont abordées. Là, je vais surtout vous présenter quelques résultats de l'enquête, mais si vous voulez, on pourra en discuter après plus longuement dans le débat. Donc, au niveau de la présentation, ce que j'avais pensé faire, c'est vous présenter des résultats de la recherche que j'ai menée à partir de 3 principales questions, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence de Podemos, pourquoi Podemos a émergé en Espagne et pas en France, par exemple, comment expliquer l'émergence de ce parti, quels sont les facteurs de succès, comment est-ce qu'on peut comprendre cette expansion très rapide de Podemos, et 3e question, pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement de la dynamique, du moins si on regarde les sondages. Alors, là, il y a un peu une reprise pendant la campagne électorale, mais je vais montrer quelques sondages qui montrent un certain ralentissement. Pourquoi est-ce qu'il y a ce ralentissement ? Au niveau de l'enquête, pour vous dire un mot de l'enquête que j'ai menée, c'est une enquête que je mène à Madrid depuis la fin mai 2011.
Donc j'ai commencé à suivre le mouvement des indignés une douzaine de jours après l'émergence du mouvement. Vous savez, c'est à partir du 15 mai 2011 que va émerger le mouvement des indignés. Et donc j'ai fait beaucoup d'observations. J'ai observé quand il y avait le campement à la Puerta del Sol, le campement, les assemblées, il y avait énormément d'assemblées qui se sont tenues à Puerta del Sol et dans des quartiers. J'ai notamment suivi 2 quartiers dans le sud de Madrid, qui sont des quartiers populaires. J'étais dans des manifestations et puis j'ai vu un petit peu les évolutions à l'échelle des quartiers, mais aussi à l'échelle nationale avec l'émergence de Podemos. Donc là, en assistant notamment au congrès fondateur de Podemos, qui a eu lieu en octobre 2014, et en suivant la campagne pour les élections régionales, et également les activités d'un cercle à Parla. Parla, c'est une ville qui se situe dans la périphérie sud de Madrid, et donc où j'avais suivi à la fois l'Assemblée des indignés et le cercle. Alors le cercle, si vous voulez, c'est l'organisation de base de Podemos à l'échelle locale. J'ai également réalisé des entretiens avec une quarantaine de personnes impliquées soit dans le mouvement des indignés, soit à Podemos, soit dans les deux. Il y a pas mal de gens qui ont été impliqués dans les deux. Et puis dans l'optique du livre, avec des fondateurs et des nouveaux élus du parti aux régions à Madrid et en Andalousie, pour élargir un petit peu la perspective géographique. Alors, première question, c'est de savoir comment est-ce qu'on en arrive là. Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence de Podemos en Espagne. Pour expliquer tant l'émergence des indignés que de Podemos, il y a un élément qui me semble vraiment central, qui est de comprendre le contexte. Prendre en compte le contexte de l'Espagne, c'est-à-dire la crise économique et sociale que traverse le pays depuis 2008 et la profonde crise de confiance dans les partis politiques qui accompagnent cette crise économique et sociale. L'Espagne, c'est un des pays européens les plus touchés par la crise économique, et crise économique est notamment liée à l'explosion d'une bulle immobilière en 2008. Vous savez, avant qu'il y ait la crise, l'Espagne était vue un peu comme un modèle de croissance économique. Angela Merkel faisait des voyages en Espagne pour voir comment ça se passait bien dans ce pays. C'était beaucoup basé sur la construction, un secteur du BTP. Les 5 années avant la crise économique, de 2002 à 2007, l'Espagne construisait plus que la France et l'Allemagne réunies. Donc c'était vraiment quelque chose assez hallucinant. Et c'est ça qui explose en fait, cette période de spéculation immobilière qui explose en 2008. Ça entraîne un effondrement du secteur du BTP, qu'employaient énormément de gens. Et donc, première conséquence, d'un point de vue social, ça va être l'explosion du taux de chômage. Ce taux de chômage, il était, même si vous ne voyez pas très bien, vous voyez quand même que ça augmente très fortement, il était de 8,5% avant la crise en 2007, et à partir de 2010, il va être systématiquement au-dessus de 20%, avec des pics qui vont jusqu'à plus de 25%, plus d'un quart de la population active au chômage. Aujourd'hui, ça a un petit peu diminué, c'est à plus de 22%. Ça reste encore énorme. Donc ça, c'est un premier impact, si vous voulez, social très fort. Et un deuxième impact qui est très lié à la crise, c'est la multiplication des expulsions de logements. C'est-à-dire que cette période de spéculation immobilière, elle a aussi entraîné le fait... l'Espagne est un pays de propriétaires, beaucoup basé sur la propriété, et il y a eu énormément de crédits immobiliers qui ont été donnés, souvent à des ménages soit insolvables, soit qui sont devenus avec la crise, avec l'augmentation du chômage. Et donc du coup, on va avoir vraiment un drame humain qui est la multiplication de ces expulsions de logements. Et les gens en plus, non seulement sont expulsés de chez eux, mais ils gardent la dette. Ils gardent la dette, sachant qu'entre-temps, le prix de leur bien immobilier s'est effondré. Donc ça crée vraiment des situations assez impossibles. Et il y a un mouvement social qui est très fort en Espagne contre ces expulsions de logements. La maire de Barcelone, Ada Colau, elle est issue, c'était la leader, si vous voulez, de ce mouvement. Ça s'appelle la PA. La PA, c'est la plateforme des victimes de l'hypothèque. Et selon la PA, en fait, il y aurait eu plus de 360 000 expulsions de logements entre le début de la crise en 2008 et le premier trimestre 2012. Et selon les chiffres officiels, en fait, rien que pour ce premier trimestre 2012, il y aurait eu plus de 46 000 expulsions forcées, soit une moyenne de 517 par jour. Ça, c'est des chiffres qui ont fait beaucoup réagir la population espagnole. Donc, augmentation du chômage, multiplication des expulsions de logements, augmentation de la pauvreté, des inégalités,
si on regarde le rapport entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres en Espagne, il était de 5,5% avant la crise économique. Aujourd'hui, il est de 7,5%. C'est-à-dire que les 20% les plus riches gagnent 7,5 fois plus que les 20% les plus pauvres. Ils se sont enrichis avec la crise économique. Principale victime, on va avoir les enfants. Il y a un certain nombre d'ONG qui tirent la sonnette d'alarme, notamment l'UNICEF qui estime à 27,5% le nombre d'enfants qui se trouvent sous le seuil de pauvreté. Une mesure assez symbolique, c'est qu'il y a un certain nombre de municipalités et de régions qui, lors des 2 dernières années, ont rouvert les cantines scolaires l'été pour lutter contre la malnutrition infantile. Et autre victime, les jeunes, qui vont être très fortement touchés par le chômage. Le taux de chômage des moins de 25 ans, il est à plus de 50% en Espagne, c'est plus du double de la moyenne de l'Union européenne, ce qui va entraîner un exil économique des jeunes diplômés. Alors, cette crise économique et sociale, en fait, elle va se doubler d'une profonde crise politique, avec une perte de confiance dans les élus et les partis politiques au pouvoir depuis la transition démocratique. À ce qu'on appelle la transition démocratique en Espagne, c'est la période à la fin de la dictature militaire, donc après la mort de Franco en 1975, et si vous voulez la période de retour à la démocratie. On met en place une constitution, un peu les bases d'un régime démocratique. Donc c'est entre 75 et 78, cette période de transition démocratique. Et donc depuis cette transition démocratique, en fait, il y avait 2 partis qui alternaient au pouvoir, que sont le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, et le PP, le Parti populaire, qui est le parti de droite qui est aujourd'hui au pouvoir. Ces 2 partis, ils sont entachés par de très nombreuses affaires de corruption directement liées à cette période de spéculation immobilière. Par exemple, pour vous citer juste quelques cas, cas du financement illégal du Parti populaire par des entreprises de BTP, qui concernent les principaux leaders du PP. Mariano Rajoy, par exemple, aurait reçu 25 200 € par an pendant 11 ans. C'est des chiffres qui ont été publiés dans El País il n'y a pas très longtemps. Le PSOE n'est pas en reste, notamment dans leur bastion en Andalousie, où il y a une grosse affaire de détournement d'aide publique pour les entreprises en difficulté. C'est l'affaire des ERE, et on pourrait multiplier les cas comme ça. Il y a énormément d'affaires de corruption qui touchent ces deux partis. Donc le PP et le PSOE, en fait, ils sont perçus comme étant les co-responsables de la crise économique et de ses effets, de ses effets sociaux. Surtout que quand la crise émerge, c'est le PSOE qui est au pouvoir. C'est Zapatero qui est au pouvoir. Et c'est le gouvernement de Zapatero qui va mettre en place les premières coupes budgétaires, les premières mesures d'austérité, qui va aussi réformer la Constitution pour mettre la priorité au remboursement de la dette dans la Constitution. Donc, très fort discrédit ces partis politiques, encore plus que dans le contexte français. On a vraiment un discrédit très fort de ces 2 partis qui sont vus comme co-responsables de la crise économique et sociale. Donc en fait, c'est ce contexte qui peut expliquer l'écho qu'a rencontré le mouvement des indignés en Espagne, qui a été beaucoup plus important qu'ailleurs. Il y a eu des mouvements des indignés ou Occupy dans d'autres pays en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc en fait, le mécontentement, il va d'abord s'exprimer dans la rue, avant de s'exprimer dans les urnes. Si on regarde le nombre de manifestations déclarées, il a été multiplié par 5 entre 2008 et 2012. Ça, c'est les chiffres officiels. Et la manifestation des indignés, le mouvement des indignés, il marque un tournant dans le cadre de ce mécontentement, parce que c'est un mouvement en fait qui va toucher beaucoup plus largement que les cercles militants. La manifestation initiale du 15 mai 2011, elle est convoquée par une plateforme, si vous voulez, de collectifs qui ne sont pas les syndicats ou les partis traditionnels. Beaucoup de gens politisés, mais pas seulement, beaucoup de gens non politisés vont faire partie du campement, des assemblées. C'est un mouvement, on a souvent parlé d'un mouvement de jeunes pour les indignés, mais c'est un mouvement qui a un fort caractère intergénérationnel. Il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent, mais pas seulement. Et surtout, c'est un mouvement qui a eu un très large soutien populaire. Il y a des enquêtes qui ont été faites un peu après l'émergence du mouvement et qui indiquent que plus des 3/4 des personnes interrogées soutiennent le mouvement des indignés, ce qui est assez remarquable dans un pays qui est encore très fortement divisé politiquement par toute l'histoire de la guerre civile, du franquisme. Le fait qu'il y ait un mouvement social qui reçoive le soutien de plus de 3/4 de la population, on voit qu'on dépasse
des clivages politiques traditionnels. Alors, les revendications des indignés, elles sont très largement liées à la crise, avec la dénonciation de la corruption des élus. Le principal slogan des indignés, c'est « Ils ne nous représentent pas », à destination des élus qui sont au pouvoir, les principaux partis politiques au pouvoir et dans l'opposition. Dénonciation du bipartisme, de ce système politique avec l'alternance entre les deux grands partis. Revendication d'une démocratie réelle, c'est ce qui va être mis en avant à la plateforme qu'appelle le collectif qu'appelle pour la manifestation, il s'appelle Démocratie réelle maintenant. Et donc il y a cette idée d'expérimenter une démocratie réelle dans les assemblées publiques. Et revendication pour plus de justice sociale. Alors en fait, si je vous parle des indignés, c'est qu'on ne pourrait pas comprendre Podemos sans comprendre ce mouvement des indignés et ce qu'il a changé dans la manière de voir la politique en Espagne. C'est un lien qui est systématiquement mis en avant dans les entretiens que j'ai pu faire avec les leaders, avec les militants ou les sympathisants de Podemos. C'est un lien qui est systématiquement mis en avant. Quand je leur dis c'est quoi le lien avec les indignés, ils me disent systématiquement Podemos n'existerait pas sans les indignés. Et je pense qu'effectivement, on ne pourrait pas comprendre Podemos, l'émergence de Podemos, sans ce mouvement. D'ailleurs, dans le manifeste initial de Podemos, il y a une allusion directe au mouvement des indignés. Le manifeste, il est intitulé « Avancer ses pions, convertir l'indignation en changement politique ». Donc il y a vraiment cette idée de donner une sortie électorale à l'indignation. Et cette filiation avec le mouvement du 15 mai, elle est mise en avant visuellement, on va dire. Par exemple, quelque chose d'assez symbolique, c'est que le 31 janvier cette année, Podemos a organisé une marche pour le changement, avec l'idée que c'est l'année du changement, et il a choisi la Puerta del Sol pour organiser cette marche, donc avec l'idée d'avoir les mêmes images, la Puerta del Sol remplie de monde, de gens qui réclament un changement politique en Espagne. Pourtant, cette filiation, elle est revendiquée par Podemos. Pourtant, elle n'était pas évidente. C'était pas évident qu'un mouvement comme les indignés débouche sur un parti politique comme Podemos. Parce que les indignés se sont fortement opposés au parti et aux syndicats. Le principal slogan, c'était « Ils ne nous représentent pas ». Ils refusaient un leader, ils refusaient le fait qu'il y ait le principe de délégation du pouvoir. Donc cette filiation, elle n'est que partielle. C'est une des questions qu'on peut se poser. Moi, qui m'a intéressée, c'était de voir comment est-ce qu'un parti, un mouvement anti-parti et anti-leader a pu déboucher sur un parti politique avec un leader charismatique, Pablo Iglesias, et une organisation, on va le voir, assez verticale. Alors pour comprendre ce lien, ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement des indignés a vraiment eu un effet durable en incitant de nombreux citoyens à remettre en cause tous les schémas qui avaient été établis depuis la transition démocratique, remettre en cause le bipartisme, remettre en cause le fait que ce soit les élites politiques qui exercent le pouvoir. Et donc, en fait, ce qui va se passer avec les indignés, c'est là vraiment la transformation profonde qui va expliquer le terreau fertile un peu pour Podemos après, c'est que la population commence à remettre en cause ce qui va de soi. La population commence à parler beaucoup de politique et à remettre en cause tout ce qui va de soi. Il y a vraiment la prise de conscience d'une capacité d'agir, d'un pouvoir d'agir, d'une capacité individuelle et collective de changer son quotidien. Alors c'est ce qu'on souvent, le terme en espagnol, c'est le terme empoderamiento qui est mis en avant. C'est l'idée d'empowerment qu'on arrive assez mal à traduire en français, cette idée de pouvoir d'agir. Et il y a la secrétaire générale de Podemos à Parla, la ville que j'ai étudiée dans le sud de Madrid. C'est une jeune femme de 26 ans qui dit s'être réveillée en politique avec les indignés et qui exprime bien cette idée de pouvoir d'agir. Elle me dit « Le mouvement des indignés a permis de voir que les problèmes n'étaient ni les miens ni les tiens, mais qu'ils étaient collectifs et par conséquent les solutions aussi. » C'est-à-dire que ceux qui ont pris activement part à ce mouvement se sont rendus compte de leur force collective pour changer les choses, pour trouver des solutions à des problèmes qui au départ ils considéraient comme étant individuels, comme résultant de leur responsabilité individuelle, et ils vont prendre en fait confiance en participant à ce mouvement dans leur capacité à pouvoir agir collectivement et trouver des solutions collectives à ces problèmes qui pensaient être individuels. Je vais vous donner juste un cas d'une femme qui permet une trajectoire, celui qui vous permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé avec les indignés. C'est le cas de Maria Carabanchel. Maria, c'est une femme de ménage équatorienne qui a 36 ans, donc qui vit à Carabanchel, qui est un quartier populaire au sud de Madrid.
Et au départ, elle est assez méfiante à l'égard du mouvement des indignés. J'ai fait un entretien avec elle juste avant les élections européennes en 2014, et elle dit qu'au départ, elle avait en tête la définition du journal télévisé, un groupe anti-système, radical et violent. Mais sur les conseils des services sociaux, ça qui est quand même un peu l'ironie de l'histoire, elle va aller à l'Assemblée sur le logement des indignés. C'est-à-dire qu'elle a un problème, elle n'arrive pas à rembourser son crédit immobilier depuis que son mari est au chômage. Donc elle va aux services sociaux qui lui disent, nous, avec les coûts budgétaires, on ne peut rien faire. Par contre, aller dans le squat là, qu'ont ouvert les indignés, ils font des assemblées sur le logement et ils arrivent à résoudre des problèmes. Donc elle va dans le squat ouvert par les indignés dans ce cadre-là. Elle commence à s'impliquer dans toutes les assemblées, sur le logement, mais aussi sur d'autres questions, à toutes les actions des indignés, alors qu'au départ, elle n'avait quasiment aucune expérience militante préalable. Et en entretien, elle me raconte comment au départ, elle était complètement tétanisée face au directeur de la banque, pour essayer de résoudre son problème. Avant, j'y allais pratiquement en suppliant le directeur, s'il vous plaît. Elle rigole et puis elle fait le signe de... Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on sait et on est conscient que ça a été une escroquerie. On ne se sent plus coupable, on n'y va plus avec ce s'il vous plaît, ni en leur demandant quoi que ce soit, mais on va leur exiger, et elle insiste sur le mot, on va leur exiger d'eux la solution. Donc en fait, avec les indignés, Maria a pris conscience de sa capacité d'agir individuelle et surtout collective face aux institutions. Elle me dit aussi, la banque ne voulait pas négocier avec moi. Moi toute seule, ils ne voulaient pas m'écouter, même pas une proposition, rien. Ils ne voulaient pas me recevoir. Au contraire, maintenant, quand j'y vais avec le groupe, ils nous reçoivent à chaque fois. Et donc, alors qu'elle se sentait au départ coupable de ne pas pouvoir rembourser son crédit immobilier, Maria va aujourd'hui critiquer le système économique qui est à l'origine de la crise. Et alors qu'elle a toujours voté pour le Parti socialiste, elle envisage désormais de voter pour Podemos aux élections européennes. Je fais l'entretien avec elle juste avant les élections européennes. Donc on voit que la situation, elle est favorable dans ce contexte, avec ce mouvement des indignés, elle est favorable pour un parti qui cherche à canaliser le mécontentement, qui s'exprime dans la rue. Et en fait, les fondateurs de Podemos, c'est un peu tout leur mérite, c'est d'avoir su analyser ce que signifiait ce mouvement des indignés et s'appuyer dessus pour lancer leur projet politique. C'est-à-dire qu'il faut voir que le projet de Podemos, il n'est pas issu d'une assemblée des indignés. Ce n'est pas un parti qui a été créé à l'issue d'une assemblée. D'ailleurs, toutes les décisions se prenaient par consensus. Donc ça aurait été impossible d'aboutir à un parti politique au sein d'une assemblée. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu'il faudrait peut-être trouver une sortie électorale. À chaque fois, il n'y avait aucune décision qui pouvait être prise de cette manière. Mais en fait, il va s'appuyer sur une lecture de ce mouvement, c'est-à-dire sur l'intérêt de politiser les conditions de la vie quotidienne, c'est-à-dire le problème de logement, le problème d'emploi que vont rencontrer les gens, et de mobiliser au-delà des clivages traditionnels. De mobiliser, comme le fait les indignés, au-delà de ces clivages traditionnels. Et en fait, le projet politique de Podemos, il va rejoindre le sentiment d'une partie des indignés, c'est-à-dire la nécessité d'entrer dans le jeu électoral, parce que finalement, il y a eu beaucoup de manifestations avec les indignés, mais entre-temps, c'est le Parti populaire qui arrive au pouvoir en octobre, je crois que c'était en octobre ou en novembre 2011. En 2011, c'est le Parti populaire qui arrive au pouvoir, et donc les politiques de coûts budgétaires, elles sont intensifiées. Donc, cette proposition en fait, que vont faire les fondateurs de Podemos, elle va rencontrer le sentiment d'un certain nombre d'indignés qu'il faut rentrer dans les institutions pour changer les choses. Alors, si le parti ne vient pas des indignés, on peut se demander d'où est-ce que vient ce projet politique. On peut repérer en fait deux noyaux un peu fondateurs de Podemos. Il y en a un premier, c'est des professeurs de sciences politiques qui sont issus de l'université de la Complutense à Madrid, qui ont en commun d'être des jeunes trentenaires, souvent précaires à l'université, qui viennent de familles politisées, souvent de familles qui ont lutté contre le franquisme, qui ont même des trajectoires militantes. Ils ont quasiment tous milité à la gauche unie, Izquierda Unida. Izquierda Unida, c'est un peu l'équivalent du Front de gauche. Le principal, c'est une coalition qui a été fondée en 1986. Et la principale composante, c'est le Parti communiste espagnol. Donc ils sont tous passés par Izquierda Unida, mais ils sont très déçus d'Izquierda Unida et de son impuissance. Ils ont beaucoup manifesté dans les mouvements étudiants et altermondialistes. Et ils ont déjà ils ont déjà réfléchi à un projet de représentation politique alternative avant l'émergence des indignés. Ce projet, il est très inspiré
des expériences latino-américaines qu'ils ont analysées et conseillées, que sont clairement les cas du Venezuela, de la Bolivie et de l'Équateur. Donc une des figures de ce noyau intellectuel, c'est Pablo Iglesias, donc jeune professeur de 36 ans, qui a milité à partir de 14 ans en jeunesse communiste. Ses parents sont des militants d'Izquierda Unida, et qui a milité dans le mouvement intermondialiste et fait sa thèse de sciences politiques sur le mouvement des désobéissants en Italie et en Espagne. Le deuxième noyau, c'est des militants d'Izquierda Anticapitalista. Izquierda Anticapitalista, c'est un petit parti qui serait l'équivalent du NPA, LCR, NPA dans le contexte français, qui ont été plus impliqués que les premiers dans le mouvement des indignés, parce que les profs de sciences politiques, bon, ils ont participé, mais ça n'a pas été là qu'ils se sont vraiment politisés non plus, c'est plutôt leurs étudiants qui étaient présents. Et ceux de la gauche anticapitaliste ont été beaucoup dans le mouvement des indignés, se sont dit il faut faire autre chose que ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc c'était la volonté de un peu changer de stratégie. Et là, la figure, c'est Teresa Rodriguez, qui est une professeure des collèges de 33 ans, qui a été investie dans beaucoup de mouvements, notamment le mouvement de la marée verte en défense de l'éducation, qui est un mouvement qui émerge juste après les indignés contre les coupes budgétaires dans l'éducation, et qui représente maintenant l'aile critique du parti au sein de Podemos. Elle dirige Podemos en Andalousie, celle qui a mené la liste de Podemos pour les régionales. Donc il y a ces deux noyaux fondateurs, c'est eux qui créent Podemos. Il y a aussi des militants qui vont les rejoindre assez vite, qui vont avoir des trajectoires différentes, notamment certains qui viennent de la PA, ce mouvement de lutte contre les expulsions. C'est le cas de Rafael Mayoral et d'Irene Montero, qui font vraiment partie de la garde rapprochée de Pablo Iglesias. Et j'ai fait des entretiens avec eux, et clairement, ils expliquent en fait qu'ils ont vu les limites de leur action en dehors des institutions, au sein de ce mouvement qui a permis beaucoup de choses. Mais par exemple, Irene Montero me dit en entretien, moi je veux bien arrêter les expulsions de logements, c'est en gros on fait un sitting devant la maison ou l'appartement qui va être expulsé, et puis ça va être reporté pendant 3 semaines ou 3 mois, et puis au bout de 3 ou 4 fois, les gens finissent par être expulsés. Mais ce que je veux, c'est surtout changer la loi pour qu'il n'y ait plus d'expulsion de logement. Donc ils vont s'impliquer dans le parti. Il y a beaucoup de reconversions militantes comme ça, de gens qui passent du mouvement social au parti politique. Donc Podemos n'est pas directement issu des indignés, mais il faut comprendre les indignés pour comprendre Podemos. C'est ce mouvement des indignés qui explique l'écho formidable qu'a rencontré Podemos. Et pour comprendre son expansion rapide, il faut aussi comprendre, et ça va être le deuxième point un peu sur les facteurs de succès, sa capacité à rompre avec certains tabous de la gauche. C'est un autre élément assez important pour comprendre son expansion, non plus seulement son émergence, mais son expansion rapide. Alors cette stratégie, on peut la résumer en 3 idées. Je vais vous les énoncer, puis après je vais un peu les développer. Première idée, se débarrasser du discours et des références traditionnelles de la gauche minoritaire. Deuxième idée, affirmer la possibilité d'une alternative politique face à l'austérité. Et troisième idée, construire la figure d'un leader charismatique par une utilisation stratégique de la télévision, des sondages et des réseaux sociaux. C'est clairement des idées qui sont en rupture avec les stratégies, les discours, les pratiques de l'extrême gauche dont ils sont issus. Et Pablo Iglesias résume bien cette stratégie en disant « Si tu veux réussir, ne fais pas ce que la gauche ferait », de manière forcément un peu provocative. Alors, premier élément, renouvellement du débat politique. Podemos, en fait, va refuser de se positionner sur l'axe gauche-droite en mettant en avant un autre type de clivage. Le clivage ceux d'en haut contre ceux d'en bas, les élites contre le peuple, la caste, mot qui est très utilisé par Podemos, contre les citoyens. Il reprend le discours des indignés. Là, vous avez une pancarte des indignés où, en fait, on oppose les citoyens aux banquiers, aux politiques et aux juges. Ou le slogan d'Occupy, le slogan d'Occupy Wall Street, nous sommes les 99%. Alors, ce remplacement de clivage peut surprendre dans le contexte français. Si on regarde dans le contexte français, c'est plutôt le Front National qui va utiliser ce clivage, les élites contre les citoyens, la caste contre le peuple, à la grande différence que toutes les mesures sociales préconisées par le Front National
sont passés au filtre de la préférence nationale. C'est ce que met en avant par exemple Alexandre Désé dans ses travaux sur le Front National, alors qu'il n'y a aucune trace de cet argument xénophobe dans le discours de Podemos. C'est un parti qui est, je vous disais, beaucoup plus proche de Syriza, de ce point de vue-là, que du Front National. Mais alors, pourquoi du coup se refuser de se positionner sur l'axe gauche-droite si la majorité des fondateurs sont issus de la gauche, et que Syriza, par exemple, se définit comme une coalition de la gauche radicale. C'est ce que signifie Syriza. En fait, le principal argument qui est mis en avant par les gens de Podemos, c'est que cette opposition entre la gauche et la droite, elle ne permet pas de remporter les élections. Elle ne leur permet pas de remporter les élections. Et elle serait surtout utile, en fait, aux partis majoritaires et aux médias pour cataloguer un parti d'extrême gauche ou de gauche radicale, et du coup, de leur assigner une place marginale dans l'espace politique et électoral. Donc, en fait, ils refusent ce qualificatif en disant c'est un moyen de nous dire vous ferez au maximum 5 ou 10% et puis vous ne remporterez jamais les élections. En plus, c'est un clivage qui ne serait plus utile aujourd'hui pour défendre l'alternative politique. Je peux mettre en avant un certain nombre de militants que j'ai pu rencontrer qui se définissent de gauche, mais qui disent que c'est plus un clivage utile, sachant que ce concept de gauche a perdu de son sens. Il y a une militante de Podemos à Parla qui me dit oui, mais qui est-ce qui se dit de gauche quoi? Zapatero qui a mis en place les premières coupes budgétaires aussi se dit de gauche. Nous, ce qualificatif ne nous permet pas de nous définir comme une alternative politique. Donc il y a tout un travail qui va être fait par Podemos sur les mots et les concepts que va utiliser le parti. J'ai fait un entretien avec Jorge Lago, qui est un des dirigeants nationaux de Podemos, qui a été responsable d'une école itinérante qui a été consacrée, destinée au cercle de Podemos à l'été 2014, quand le parti se constituait. Et il m'explique en entretien, je le cite, sur leur stratégie, et j'essayais de montrer, d'un point de vue théorique, qu'il y avait une manière de rendre intelligibles des discours auxquels on était habitué, donc des discours auxquels on était habitué dans les milieux militants, un militant de gauche, en les traduisant dans un langage plus inclusif. Par exemple, on peut parler d'anticapitalisme ou de démocratie économique, ce qui veut presque dire la même chose, mais il y a un terme qui fait fuir et pas l'autre. Et donc le renouvellement, il va concerner le vocabulaire qui est utilisé, mais aussi les références et les symboles traditionnellement associés à la gauche. Par exemple, les chansons ou les drapeaux. Podemos ne va pas reprendre le drapeau républicain, qui est un symbole de la gauche en Espagne. Donc on a un abandon voulu, stratégiquement assumé, des références identitaires de la gauche, avec pour objectif de rassembler au-delà des clivages politiques traditionnels et de rallier à leur projet politique des gens qui ne viennent pas de la gauche, qui n'ont pas ces valeurs, mais par contre qui peuvent être d'accord avec les idées que met en avant Podemos. Par exemple, des gens qui peuvent être d'accord avec le fait qu'il faut arrêter les expulsions de logements et qu'il faut faire en sorte que tout le monde ait accès à l'eau, à la gaz et à l'électricité, quels que soient les niveaux de revenus. Et par contre, si on dit ça c'est de l'anticapitalisme, ils ne vont pas voter pour nous. Donc là, Podemos, clairement la référence intellectuelle, c'est Gramsci, sur la construction d'un projet contre-hégémonique, c'est-à-dire qu'un acteur devient contre-hégémonique quand il arrive à construire un intérêt général auquel la majorité de la population va s'identifier. Et il s'inspire aussi fortement d'un autre théoricien argentin qui est Ernesto Laclao, qui dans un ouvrage intitulé La raison populiste montre l'importance des signifiants vides pour construire ce projet contre-hégémonique. Donc les signifiants vides, en fait, ce sont des mots qui sont valables pour l'ensemble du spectre politique, ont une connotation qui est très positive et qui peut faire l'objet de multiples interprétations contradictoires. La démocratie, le peuple, la citoyenneté, la dignité. Des termes qui vont permettre en fait d'unifier une grande diversité de demandes qui sont non satisfaites et qui peuvent être très différentes les unes des autres autour d'un dénominateur commun. Et les fondateurs de Podemos, Inigo Errejón, par exemple, qui a écrit un article sur le mouvement des indignés, montre que les indignés ont réussi autour de la question de la démocratie réelle, d'unifier des demandes qui étaient très hétérogènes au sein de la population et d'en faire un discours auquel la majorité de la population pouvait s'identifier. Donc ça, c'est, si vous voulez, la première stratégie, le premier facteur qui peut expliquer comment est-ce qu'ils arrivent à dépasser des clivages politiques traditionnels.
Deuxième stratégie qui est assez intéressante, c'est le fait qu'ils vont affirmer la possibilité de gagner les élections. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se présenter seulement comme une force d'appoint dans des alliances politiques avec le Parti socialiste, rôle traditionnel d'Izquierda Unida en Espagne, mais ils vont affirmer la possibilité réelle d'un changement. Dans le terme d'ailleurs qui est utilisé, Podemos, nous pouvons, ou le slogan qui est repris, si se puede, oui on peut. C'est un slogan qui vient du mouvement de lutte contre les expulsions de logements et qui a été repris par les indignés. C'est quelque chose qui est mis en avant par rapport au discours officiel de dire on ne peut pas ne pas faire de coupe budgétaire, on ne peut pas empêcher l'expulsion de logement, on ne peut pas... voilà. Donc si c'est podé, oui on peut. Et ça c'est un facteur de mobilisation qui a été très important au niveau des gens qui se sont impliqués dans Podemos. Par exemple, Belén, qui est une femme de 40 ans, qui s'est investie dans le cercle de Podemos à Parla, qui était auparavant avec les indignés, me dit ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que Podemos n'a pas émergé pour être dans l'opposition, mais pour gagner. Ça motive beaucoup les gens. Parce qu'il y a des partis en Espagne, par exemple Izquierda Unida, je le vois bien, ce sont des partis de perdants. Et donc, ce discours, en fait, ce message d'espoir, je vous disais au départ, c'était quand la dernière fois vous avez voté avec espoir, le discours que va tenir Podemos va être vraiment quelque chose qui va mobiliser beaucoup les gens. Après, si on regarde le discours un petit peu, comment ça se traduit au niveau programmatique, on a un discours assez simple autour de quelques concepts clés, démocratie, droits sociaux, souveraineté. Clairement, c'est un projet économique redistributif face à l'austérité. C'est un discours qui est fondé sur la revendication de l'État social, sur des politiques redistributives. Podemos dit, nous ce qu'on veut, c'est récupérer le terrain qui a été abandonné par la social-démocratie. Donc qui se propose, qui se montre clairement, par exemple, là dans les débats politiques télévisés avec Pedro Sánchez, qui est le candidat du Parti socialiste, Pablo Iglesias dit systématiquement, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez dans les années 70. On veut récupérer le discours que vous avez abandonné. Donc ça, concrètement, c'est une inversion des logiques d'austérité, l'Union européenne qui va être mise en avant, on rejette toutes les privatisations de services publics, le fait de créer des emplois en changement de modèle productif. C'est les premières propositions de Podemos, si vous regardez le programme de Podemos pour les élections législatives, c'est essentiellement sur la transition énergétique pour créer des emplois. Et un plan de sauvegarde des citoyens, comme il y a eu un plan de sauvegarde des banques. Vous savez, un plan de sauvetage des banques, donc un plan de sauvetage des citoyens, avec notamment donc, un certain nombre de mesures sociales, le fait de paralyser par exemple les expulsions de logements, de faire en sorte que personne puisse se retrouver sans gaz, sans électricité ou sans eau, qui sont financées par une réforme fiscale, notamment par un impôt exceptionnel sur les banques qui ont été sauvées par les fonds publics. Ils ont fait appel à l'économiste français Thomas Piketty pour élaborer leur programme. Donc, pour vous donner quelques éléments du programme, c'est ça qui est mis en avant. Dernier facteur de succès, c'est le rôle du leadership et de la communication, et là c'est en rupture claire avec les indignés, c'est-à-dire que Podemos va mettre en avant la figure de Pablo Iglesias, la figure d'un leader charismatique, donc en rupture avec les indignés qui refusaient la figure d'un leader. Et par exemple, pour les bulletins de vote, pour les élections européennes, ils ont mis le visage de Pablo Iglesias sur le bulletin de vote. Alors ça a fait l'objet quand même de quelques débats. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils utilisent aussi les sondages. Il y a une spécialiste des sondages au sein de leur équipe qui a beaucoup travaillé avec le conseil politique de Felipe González, donc il y a toute une histoire un peu derrière. Et en fait, ils ont fait un sondage juste avant les élections européennes. Ils se sont rendus compte que 50% des gens connaissaient Pablo Iglesias et seulement 8% connaissaient Podemos. Donc du coup, ils ont mis la tête de Pablo Iglesias sur les bulletins de vote. Donc bien sûr, ça a des limites en termes d'hypermédiatisation du leader, en termes de personnalisation du pouvoir, en termes de déséquilibre en interne, d'un point de vue démocratique. Mais c'est aussi un symbole auquel peuvent s'identifier différents publics. Et ça a permis effectivement d'atteindre un public plus large. Si on regarde par exemple la répartition territoriale du vote pour les élections européennes, on a une répartition assez équilibrée, ce qui aurait été impossible sans la construction de cette figure d'un leader qui passe par la télévision. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique de Podemos et de leur stratégie, c'est d'utiliser les outils de l'ennemi. Je les cite, utiliser la télévision, les sondages,
il considère que la télévision, c'est le principal espace de socialisation politique de la majorité de la population. Donc, ils vont l'investir très tôt, avant même de créer Podemos. Ils ont leur propre émission de débat politique qui s'intitule La Tuerca, qui passe au début sur une télévision de quartier, associative de quartier, puis qui va ensuite avoir des canaux de diffusion plus larges. Ça va permettre à Pablo Iglesias de se faire connaître, d'être invité d'abord sur des plateaux de télévision de chaînes très conservatrices qui vont l'inviter un peu comme le représentant des indignés, il n'y a pas de représentant, mais avec un message assez contestataire. C'est comme ça qu'il va se faire connaître, qu'il va être ensuite invité sur des chaînes généralistes. Et c'est ce qui va donner une visibilité, une popularité au mouvement. Non, ça c'est en rupture clairement avec les indignés, donc qui ne voulaient pas de leader, mais qui aussi étaient très méfiants vis-à-vis de la télévision. Et c'est une stratégie qui est complètement assumée par Podemos. Il dit on trahit en partie les principes des indignés, parce que notre objectif, c'est pas seulement de toucher, je vais vous dire l'expression en espagnol, parce qu'il y a un petit jeu de mots, puis je vais vous la traduire, pas seulement toucher le 15 mai de las plazas. 15 mai, c'est le mouvement du 15 mai, c'est comme ça qu'on l'appelle en Espagne, donc pas seulement le mouvement du 15 mai des places, c'est-à-dire les gens, les indignés qui se sont rendus sur les places, qui ont manifesté, mais aussi le 15 mai de las casas, le mouvement du 15 mai des maisons. C'est-à-dire les gens qui ont soutenu le mouvement, les 3/4 de la population qui disent soutenir le mouvement, mais qui n'ont pas été manifestés, mais qui par contre pourraient être partants pour un projet politique qui s'appuie sur les revendications des indignés. Je vais terminer juste rapidement pour qu'on puisse avoir le temps de débattre sur les limites de Podemos. Pourquoi est-ce qu'on peut expliquer un certain ralentissement de cette dynamique? Ralentissement en tout cas si on regarde les sondages, sachant qu'il faut toujours être assez méfiant quand même sur les sondages. Si on regarde les résultats électoraux, on a clairement une ascension de Podemos, mais c'est vrai que si on regarde les sondages, en fait Podemos à partir des élections européennes, donc les sondages à partir de juin 2014 jusqu'en janvier 2015, c'est en ascension vraiment très très forte, en dépassant le PSOE. Il y a eu des sondages en janvier 2015 qui l'ont mis en première position s'il y a les élections législatives demain. Et depuis, on a une forte diminution. Alors sachant que là, c'est assez instable avec la période électorale, c'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, elle était en 4e position après Ciudadanos. Je vais vous parler un petit peu de Ciudadanos. Mais on a une remontée avec la campagne électorale. C'est-à-dire que là, c'est assez peu clair. Tous les sondages mettent le Parti populaire en première position, mais après, les positions des 3 partis suivants, il y a des sondages assez contradictoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un certain essoufflement de la dynamique à un moment donné. Donc comment est-ce qu'on peut l'expliquer, en tout cas au cours de cette année? Il y a déjà eu une campagne médiatique très forte contre Podemos à partir du moment où ils étaient très élevés dans les sondages. À partir de janvier 2015, où il y a des sondages qui les mettent en première ou deuxième position, là, on a une campagne médiatique très forte contre Podemos et ses leaders. Il y a un chercheur espagnol qui a parlé d'une évolution du blackout à la surexposition médiatique. Et ça, c'est un petit peu le pendant, si vous voulez, cette stratégie très basée sur la communication audiovisuelle, mais en même temps, quand ça se retourne contre eux, il y a eu vraiment une attaque très forte de leurs dirigeants, avec des cas qu'on a comparés aux cas de corruption des élites politiques en Espagne, alors que ça n'avait pas grand-chose à voir. Après, un autre élément, l'émergence d'un parti concurrent, Ciudadanos. Très intéressant. Ciudadanos, ça veut dire citoyen en espagnol. C'est un parti qui propose aussi un renouvellement de la politique contre la corruption, pour la transparence, un rajeunissement des élites politiques, sans remettre en cause les fondements des politiques économiques, clairement un parti libéral. Mais c'est un parti qui va beaucoup gêner Podemos parce qu'en fait, il va se situer sur le même terrain de la nouveauté, vouloir être en concurrence avec les partis traditionnels. Si vous voulez, c'est un autre parti du changement. Avant que Ciudadanos émerge, c'était Podemos qui investissait le terrain du changement. Là, on a 2 partis qui investissent le terrain du changement. Alors même s'ils veulent se classer ni l'un ni l'autre de gauche ni de droite, clairement, Ciudadanos, c'est le Podemos de droite. C'est comme ça qu'il est qualifié. C'est un parti qui est un peu plus ancien que Podemos, en fait, qui est né en 2006 à Barcelone, qui s'oppose très fortement au mouvement indépendantiste à Barcelone. Aux élections européennes, en mai 2014, il n'obtient que 3% des voix, donc c'est un parti très minoritaire. Mais ensuite, il connaît une très forte croissance et il va surtout faire un très bon score aux élections régionales en Catalogne qui ont lieu en septembre, ce qui va lui donner une impulsion pour les élections législatives.
Et d'ailleurs, la campagne pour les élections catalanes, elle a montré aussi un peu la limite de la stratégie des signifiants vides de Podemos. C'est-à-dire que Podemos a entretenu pendant un certain moment le flou un peu sur ses positions par rapport à la question territoriale. Et ça a été assez difficile de maintenir dans le temps ces positions un petit peu vagues. Et surtout, Podemos a eu du mal à se situer dans une campagne qui a été très focalisée sur la question de l'indépendance, qui a été convertie convertie en plébiscite en fait, par les partis indépendantistes. Et donc, en fait, la position de Podemos, en gros, c'est de dire il faut un référendum pour que les citoyens catalans puissent décider. Mais par contre, nous, on fera campagne pour le non. En tout cas, c'est la position de Pablo Iglesias. Mais on fera en sorte que les Catalans aient envie de rester avec nous en proposant un autre modèle économique pour l'Espagne. Autre élément, l'évolution de la situation grecque, qui a pas mal plombé Podemos, qui a montré le verrouillage de la zone euro, qui a fragilisé la position de Podemos, qui est la même que Syriza en gros. La position de Podemos, c'est on reste dans l'Europe, dans la zone euro, dans l'Union européenne, mais on crée un rapport de force pour changer de politique économique. Et donc la question c'est en quoi Podemos serait mieux que, enfin en quoi Pablo Iglesias serait mieux qu'Alexis Tsipras s'il arrivait au pouvoir. Donc ça a été une des difficultés. Ce que met en avant Pablo Iglesias, c'est le fait que l'Espagne pèse plus que la Grèce, 10% du PIB face à 3 ou 4% pour la Grèce, donc il serait dans une meilleure position dans le rapport de force. Et puis surtout qu'il serait déjà deux si remportait les élections. Donc là c'est toute la question des alliances qui paraît assez essentielle. Et finalement je terminerai là-dessus. Il y a quand même un fond de contradiction aussi dans l'organisation interne de Podemos qui a aussi influé sur la dynamique en interne, c'est-à-dire qu'il y a eu des contradictions dans le processus d'institutionnalisation du parti. Il y a eu tout un débat assez ouvert, assez intéressant sur comment est-ce qu'on s'organise. Après les élections européennes, Podemos était très peu structuré avant les élections européennes. Donc comment est-ce qu'on crée un parti pour remporter les élections législatives, qui était l'objectif mis en avant. Et il y a eu donc un débat avec des propositions contradictoires qui se sont vraiment affrontées. Et celle qui a été retenue, c'est finalement une organisation qui est très classique, très verticale, très centralisée, la figure d'un secrétaire général, c'est le terme qui a été gardé, la constitution de conseils citoyens à tous les échelons, national, régional, municipal, qui sont des organes exécutifs du parti. Ça a retiré beaucoup de pouvoir aux militants des cercles qui s'étaient constitués de manière un petit peu déstructurée auparavant, un peu spontanée. Et donc ça a entraîné en fait, le départ de nombreux militants de ces cercles, dont le fonctionnement est beaucoup plus proche du mouvement des indignés, mais qui ont perdu du pouvoir de décision face à l'institution des conseils citoyens. Et donc du coup, ça a un peu, si vous voulez, au niveau de la dynamique du parti en interne, des bases de Podemos, il y a eu aussi un certain essoufflement. La justification de l'équipe de Pablo Iglesias, qui a proposé cette organisation assez centralisée, c'est de dire que c'est l'option la plus efficace pour remporter les élections. Mais une question qui se pose aujourd'hui, c'est comment aussi assurer la pérennité de l'organisation au-delà de cette échéance électorale. Donc il me semble que c'est aussi l'enjeu pour Podemos, c'est non seulement l'échéance électorale qui a été vraiment mise en avant, il y a eu beaucoup d'élections là, depuis que le parti est né, mais c'est aussi la pérennité, la démocratisation du parti en interne. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Et puis... Merci Héloïse. Merci.